Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'avoir choisi la radio Futur Média 10h10 partout au Sénégal. Au micro, Mohamed Ali Mouba, la technique Abdoulaye Diop, Remi Ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Pour ce faire, je m'en vais vous présenter nos deux invités qui ont fini de rejoindre donc ce studio. Nous avons le plaisir de recevoir Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al-Amin. Il est un grand intellectuel, on dira un intellectuel organique, fils de l'ancien khalife général de Tidjane. Il combine spiritualité et entrepreneuriat. Il évolue dans divers secteurs économiques au Sénégal et à l'international. Ingénieur agronome de formation, il a également travaillé dans le secteur bancaire avant de devenir DG de Takamul le Fou, d'une entreprise, vous le savez, spécialisée dans la transformation de la tomate locale. Bonjour, monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al-Amin. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour, Mohamed. C'est un plaisir de retrouver votre plateau. Je vous remercie de cette invitation et profite pour saluer l'ensemble de vos auditeurs et internautes et saluer aussi l'ensemble des musulmans et des chrétiens parce que nous sommes en temps de Ramadan et de Carême en même temps. Donc c'est un plaisir aujourd'hui de venir répondre à cette invitation en ces moments d'abstinence et de pénitence. Très bien. À vos côtés, notre intellectuel, lui aussi, Dr Maham Seck, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ancien chef du laboratoire de linguistique de l'IFAN, vous le savez, Institut fondamental d'Afrique noire. Bonjour, Maham. Bonjour, Mohamed. Bonjour à tous vos auditrices et à vos auditeurs. Je joins mes salutations à celles exprimées par mon marabout. Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al-Amin. Alors pour dire bon Ramadan, bon Carême à toute la communauté chrétienne du Sénégal. Alors, chers messieurs, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien sûr vous entendre tout d'abord sur ce qui fait débat au Sénégal, controverse dans notre pays, l'abrogation, on dira peut-être même partielle de la loi d'amnistie, vous le savez, une sorte de réinterprétation de cette loi-là, pour plus exactement, vous le savez, le parti au pouvoir, PASTEF, est en train de préparer une loi dite interprétative, pour pouvoir revoir la loi d'amnistie. Alors, docteur Mamarem Kairé, qu'est-ce que cela dit un peu de l'actualité globale? Comment vous comprenez cette loi réinterprétative? Ça fait beaucoup de débats. Oui. Bon, je dois dire quand même, pour être prudent, je ne suis pas juriste, mais je crois avoir compris qu'il ne s'agit pas d'une abrogation, mais d'une réinterprétation du champ d'application de la loi. Alors, donc, pour tout simplement dire que ceux qui étaient condamnés pour des faits politiques seront amnistiés et que ceux qui ont commis des crimes de sang seront jugés. Je pense que c'est un peu ça que j'ai compris. Bon, maintenant, effectivement, ça fait débat. Aussi bien au sein de l'hémicycle que sur le plan national. Bon, on verra maintenant ce que ça va donner. De toute façon, je pense que c'était une façon de calmer la situation et d'aller vers des élections apaisées. Je pense que c'était ça l'esprit. À l'époque, lorsque Macky Sall prenait cette loi. Voilà, c'était ça. Alors maintenant, on dit aussi qu'il y a une forte demande au sein de la population, surtout venant des familles des victimes donc de ces manifestations, qu'ils soient décédés ou blessés. Et puis, est-ce qu'il faut aussi laisser impunis tous ces crimes qui ont été perpétrés, des gens qui ont perdu leur lieu de travail, qui ont perdu leurs biens, des stations d'essence brûlées, etc. Est-ce qu'il faut laisser tout cela et ne pas poursuivre les commanditaires ou les auteurs? Voilà, je pense que nous en sommes à ce débat. Bon, maintenant, on va voir ce que ça va donner. Je pense que l'après bientôt. Alors donc, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, PASTEF a déposé une proposition de loi interprétative visant à préciser que seuls les faits ayant une motivation exclusivement politique seraient d'accord. Comment vous comprenez ça? Bon, moi je pense d'abord que pour bien réussir le Djubanti, il faut y ajouter un quatrième J, c'est le Djubo. Je pense que à un certain moment, nos gouvernants doivent
c'est vrai, on est toujours sous la pression d'une population qui en appelle une justice. Mais si on y prend garde, on risque, et c'est là où je vais pour répondre à votre question, on risque d'aller vers une justice sélective, ou même, disons, une injustice sélective. Certains parlent d'une abrogation totale de la loi. On ne pourra pas identifier la totalité des personnes qui ont eu à faire du mal pendant cette période-là. On ne pourra pas, dans le cas d'une, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, interprétation ou réinterprétation de cette loi, on pourra peut-être... Qui ne vise en réalité que les faits ayant une motivation exclusivement politique. Qu'est-ce qui sera considéré comme un fait politique quand quelqu'un rentre dans un Auchan pour casser et brûler et en profiter pour prendre quelques marchandises? Qu'est-ce que dans cet acte-là est considéré comme politique ou non politique? Et donc, en laissant cette personne bénéficier de cette loi d'amnistie, risque de nous amener vers une justice sélective. Moi, je pense que aujourd'hui, le Sénégal a plus besoin de voir vers l'avenir. Je pense qu'il peut y avoir un schéma de compensation, que ça soit financière, pour ces personnes qu'on a jugées être, en tout cas, les familles des victimes qui ont été, et ça, je pense que cette compensation financière a commencé. Qu'est-ce que la vérité? Chacun aura sa vérité dans cette affaire. Le militaire qui tirait, ou bien la personne, je ne veux pas personnaliser, qui a tiré pour défendre la démocratie, se dira que moi je suis dans mes droits parce que je défends la démocratie. La personne qui est dans une posture de résistance dira que moi je suis dans la résistance, donc j'ai le droit de tuer. La vérité entre ces deux personnes, chacun aura sa vérité. Et peut-être c'est la vérité des vainqueurs qui dominera. Très bien. Alors donc, docteur Mamaram Kairi, je rappelle que certains experts... Mamaram Sek plutôt. Certains experts comme Ibabari Kamara, qui est enseignant en droit pénal à l'UCAD, estiment qu'une loi interprétative ne devrait pas s'appliquer rétroactivement si elle est plus sévère que la loi initiale afin de respecter ce qu'on appelle le principe de rétroactivité des figures politiques telles que Thierno Alassane Sall, on les a entendus aussi, président de la République des valeurs, critique la proposition en affirmant qu'elle obscurcit une loi d'amnistie déjà claire, rendant son application plus complexe. Bon, c'est ce que je disais tantôt. Je pense que le droit, c'est un sujet à controverse qui laisse apparaître plusieurs appréciations. Mais est-ce que, sur le plan réaliste, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Parce que ceux qui sont concernés par cette loi d'amnistie sont aujourd'hui aux affaires. Nous avons besoin d'aller à l'avant parce que tout simplement, il y a beaucoup de Sénégalais qui souffrent. Est-ce que notre pays peut se permettre, peut se payer une longue durée de troubles politiques qui va arrêter tout le processus de développement de ce pays? Est-ce qu'il faut maintenant revenir à la case départ? Moi, je ne pense pas. Alors, Maître Mario, ancien ministre, ce régime dénonce cette proposition de loi comme une tentative de protéger des individus impliqués dans des actes de violence, d'injures et d'autres délits graves. Il la qualifie de justice des vainqueurs sélective, hideuse et amorale, estimant qu'elle anoblit des délinquants tout en isolant ceux qui ont défendu la République. Et là, apparemment, ce sont les forces de l'ordre qui sont visées. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a eu des forces de l'ordre, peut-être qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont posé des actes, mais qui tendaient à défendre, comme ils le disent, la République. Est-ce que ces forces de l'ordre qui agissaient sous le coup d'ordre venant du commandement, est-ce que ces forces de l'ordre seront considérées comme des passibles, en tout cas, des crimes de sang? Je ne le pense pas. Moi, je pense qu'une république doit se construire sur la base d'une armée forte, de forces de sécurité et de défense fortes qui puissent maintenir l'ordre. Et donc, il va y avoir, comme je l'ai dit à l'entente de mon propos, cette justice sélective qui ne pourra pas faire le distinguo entre la bonne gré de l'ivraie. Alors, ça fait 1 an que la loi a été prise par le président Macky Sall dans une volonté, je cite, d'apaisement de l'espace politique, de réconciliation et de dépassement. Or, 1 an après, le constat est flagrant, Mamaram Sekou. On voit que ça n'a pas tué les rancœurs.
Quelle est la spécificité de cette loi? Pourquoi on n'arrive pas à passer l'éponge? On sait que ce n'est pas la première fois que des lois d'amnistie sont prises au Sénégal. Une dizaine déjà existent. Quelle est la particularité de cette loi-là? Pourquoi on n'arrive pas à passer l'éponge? Toutes les autres lois n'ont pas fait l'objet d'abrogation. Bon, il faut quand même reconnaître que ce qui s'est passé en 2020, c'est quand même des faits inédits, hein? Même s'il y a eu des violences électorales, post-électorales, pré-électorales au Sénégal, ce qu'on a vécu entre 2023 et 2024, c'est quand même inédit. 2021, oui. Voilà, je peux même aller un peu plus loin, depuis 2021. Alors, donc, à mon avis, c'est ça qui a fait que les choses sont restées, n'est-ce pas, dans les cœurs. Mais, quand même, on aurait pu, comme le dit souvent mon professeur à l'UNTIN, aller vers une sorte de concertation, mettre en place une commission de vérité, de réconciliation, montrer que ce qui s'est passé, c'était odieux, c'était inédit, et il ne faut plus que ça se répète au Sénégal. Ailleurs, on sait que pour avoir cette commission, on passe d'abord par la justice et ensuite il y a la vérité, la réconciliation après. Oui, d'accord, mais si on abroge, comme on dit, si on abroge la loi d'amnistie, ça ne nous amènera pas. Ça veut dire que on va remettre des dirigeants en prison, on va faire des procès, qui va gouverner? Est-ce qu'on va mettre en place un gouvernement de transition, le temps de régler tout ça, etc. Alors que les gens ont assez souffert dans ce pays et ils s'attendent. Pour moi, c'est pourquoi je dis que sur le plan purement réaliste, est-ce que c'est possible? Par contre, ce que mon ami a dit tout à l'heure, trouver un moyen de donner quelque chose aux familles des victimes, ça a commencé. C'est que peut-être les gens soulève comme problème, c'est peut-être la façon dont ça a été fait. Voilà, les gens peut-être souhaiteraient qu'il y ait plus de transparence, etc. Bon, mais en tout cas, on doit tout faire pour que pareille situation ne se reproduise plus. Et je pense que c'est là où notre génie doit apparaître. Comment faire pour que les transitions pays se fassent désormais de façon démocratique et que les gens ne soient plus accusés ou mis en prison parfois pour des motifs qui ne sont pas toujours avérés, par exemple. C'est-à-dire, on ne faut pas jouer avec la prison. Quand vous mettez quelqu'un en prison, vous le privez de tout, vous privez sa famille de tout. Vous installez sa famille dans une précarité extraordinaire. Et pourtant, peut-être cette personne aurait pu peut-être transiger ou payer autrement sa faute sans que cela n'amène une crise au niveau de sa famille, etc. On ne peut pas être éternellement dans une situation de crise politico-judiciaire dans ce pays qui ralentit l'économie et la marche de la société. Chez Ahmed Tidjane-Sy, en 65 ans de vie politique et institutionnelle, les députés ont voté une dizaine de lois d'amnistie. Les plus en vue, on les connaît un peu. Les délits et infractions politiques pour l'essentiel. C'est la loi donc d'amnistie de 67, par exemple, prise par Léopold Sédar Senghor, avec son caractère rétroactif sur l'ancien président du Conseil, Mamadou Dia, gracié en 74 après 12 ans de prison. Celle de 91 relative à la question casamançaise, la loi de 81, 88, la loi Ezzan prise en 2005 pour effacer de la mémoire collective l'assassinat du juge Maître Babacar Sèye, intervenu en 93. Alors on peut dire que c'est du classique au Sénégal. Pourquoi malgré tout on n'arrive pas à passer l'éponge pour cette fois-ci? Vous savez, le Sénégal est un j'ai l'habitude de le dire, c'est un grand peuple qui a, au-delà de ces institutions formelles, la justice, l'Assemblée nationale, a la capacité de se dépasser et d'aller et de tourner la page sur des périodes douloureuses pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est un atout qu'il faut préserver. C'est dans ce studio, je pense que je l'avais dit en 2021 en ma qualité de président du QDIS, et ça avait soulevé un petit tollé quand j'avais dit que si le troisième mandat devait constituer une source
de déstabilisation de notre pays, le président Macky Sall aura intérêt à éclaircir d'abord sa position. Il l'a dit et redit, et j'avais dit que la répétition étant pédagogique, qu'il le redise encore, pour dire que je ne me représenterai pas. Et on a vu ce que ça a donné jusqu'à ce qu'il le dise de manière formelle en 2023. De la même manière, je le dirais pour la loi d'amnistie. Si l'abrogation de la loi d'amnistie devait mettre ce pays dans une situation difficile, je pense qu'on aurait intérêt à ne pas l'abroger et à tourner cette page douloureuse, très douloureuse, hein, nous tous, que ce soit le religieux, le politique, l'homme d'affaires, tout le monde en a eu pour son grade dans cette affaire. Et je pense que le Sénégal n'a plus besoin de revenir sur une situation aussi douloureuse. Si Ahmed Tidiane Sy fait partie du CUDIS, si je ne m'abuse, vous en avez été le président, une structure qui a pour mission, entre autres, la promotion de la culture, de la paix et du vivre ensemble, tout en luttant contre. Quel est le rôle de cette société civile? Quel est l'apport que vous pourriez apporter un peu aux hommes politiques pour qu'on puisse passer? Je pense qu'il y a certains membres éminents de la société civile qui ont commencé à prendre la parole. Mon ami Alioune Tine d'Africadium Center. Mon ami Alioune Tine a commencé. Il y a une initiative Sahel Jam qui a été prise il y a quelque temps avec l'ensemble des organisations de la société civile du COSC qui vise à dirigé par le professeur Babacar Gueye, et qui une initiative que nous saluons et qui vise à mettre en place un schéma de stabilisation et de préservation de la paix sociale au Sénégal. Comme le disait mon ami Maram, il faudrait qu'on arrive dans ce pays. Et je me rappelle, c'était ça le but de la charte de non-violence que nous avions lancée en 2022, qui avait aussi soulevé un tollé. Et on voulait que le Sénégal puisse arriver à une situation où les transitions politiques se fassent dans la plus grande stabilité possible. C'est le rôle aujourd'hui de la société civile d'impulser une nouvelle dynamique. Et c'est cela le rôle de la société civile. Il est vrai que il faut sortir de cette... J'étais un peu un pavé dans la main d'une certaine société civile qui, à un moment, est plus perçue comme une opposition qu'un médiateur. Moi, je pense qu'une société civile doit rester toujours dans sa posture de médiation. Vous pensez que cette société civile ne joue pas forcément son rôle de neutralité? Parfois, oui. N'est pas neutre. Parfois, oui. Nous sommes tous parfois écœurés, parfois par des situations. Mais notre posture de médiateur ne nous permet pas de nous pencher vers un camp ou pas vers l'autre. Comme j'ai l'habitude de le dire en Wolof, on ne peut pas être un médiateur, on ne peut pas être entre les différentes parties et vouloir prendre parti. Et c'est ce qu'on nous reproche parfois, hein, même on le reproche souvent au CUDIS, mais nous avons su garder cette posture pour pouvoir parler aux différentes parties sans être considérés comme une partie dans la guerre. Et c'est cela l'importance de cette société civile-là. Et c'est bien que les membres de la société civile se rappellent toujours de ce rôle-là pour rester disons dans l'équidistance des partis. Ce n'est pas la première fois que Alioune Tine parle. Il a souvent invité les autorités à prendre de la hauteur en privilégiant, je cite, le dialogue et le pardon. Attention à l'état passif, il a été le premier à théoriser ça. Attention aussi au rancœur. Pourquoi Dr Mamaram Seck plutôt, sa voix reste pour le moment inaudible, apparemment? Je me pose la même question, hein, parce que quand même... on l'a entendu pendant la crise, n'est-ce pas, prendre des positions qui étaient des positions assez fortes sur la situation politique. Il était un acteur majeur. Certains même pensent qu'il a été quelque part associé justement à ce qui a amené la paix au Sénégal. Donc peut-être qu'il a dû jouer un rôle, peut-être avec d'autres, pour la pacification, ce qui a amené l'amnistie, et puis voilà, on est allé vers des élections, etc. Alors je pense qu'aujourd'hui, sa posture est une posture de sagesse. Je pense qu'il a compris que les Sénégalais sont fatigués, qu'on n'a plus besoin de
rentrer dans des situations un peu catastrophiques qui ne vont pas nous mener à bon port. Donc, j'espère que les autorités de ce pays vont l'entendre et que ses anciens compagnons aussi, ceux avec qui il a travaillé pour que la paix revienne, qu'ils suivent aussi ses pas, voilà, que la société civile, comme vient de le dire Cheikh Ahmed Tidiane, l'initiative que la société civile a développée ces derniers jours, que nous avions déjà fait au niveau du Kidis. Je pense que ils nous ont peut-être suivi, hein, ils ont suivi nos pas, mais j'espère que ceux-là vont peut-être le rejoindre. Aujourd'hui, tout le monde attend. Tout le monde attend. Cette transition a suscité tellement d'espoir que je pense que ceux qui sont aux affaires n'ont plus le temps ou ne devraient plus avoir le temps de ralentir. Moi, je pense qu'il faut aller vers les changements qui ont été promis aux Sénégalais. Il faut aller vers la solution des problèmes. On est aussi dans le cadre de la réduction des comptes. Bon, la réduction des comptes, oui, c'était aussi une demande. C'est normal. Peut-être que, il faut juste éviter que la montagne accouche d'une souris. Hein. Ah oui? Non, parce que on a vu avec la CREI. Pour des répressions de l'enrichissement illicite. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Tout le monde était emballé, mais après, ouais. Donc il faut peut-être le faire de manière réfléchie. Il faut que ceux qui ont pris l'argent public, qu'ils puissent le rendre d'une manière ou d'une autre. Et que maintenant, le pays continue sa marche vers l'émergence. Alors, Cheikh Ahmed Tidiane, jusque-là, les marabouts ont joué ce rôle de pacificateur de l'espace politique. Ils y contribuent, on le sait, en tant que médiateurs sociaux. Depuis peut-être 1 an ou 2, on ne les sent plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce recul, selon vous? Une belle question, parce que nous-mêmes, ça je peux le dire, lorsqu'on était véritablement dans la médiation, beaucoup de religieux nous demandaient de prendre du recul. Peut-être pas au plus haut niveau, où nous avions la confiance des khalifes généraux, et en tout cas, les khalifes généraux que nous concertions sur la base des médiations que nous posions, des actes que nous posions, nous encourageaient beaucoup. Par contre, il y avait beaucoup de religieux qui ne pouvaient pas comprendre que pendant la période où on insultait les religieux, oui, les guides religieux, que nous continuions à jouer ce rôle de médiateur, qu'il fallait prendre du recul parce que la voix du religieux ne portait plus. Elle n'était plus audible. Mais moi, je pense qu'on a un rôle historique et responsable à jouer. C'est une question de responsabilité. J'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal, on a souvent l'habitude de dire les autorités religieuses, mais moi, je dis que c'est des responsables. On a une responsabilité, on n'a pas une autorité. Et cette responsabilité nous oblige à prendre notre, entre guillemets, courage à 2 mains quand la situation du pays le demande, afin qu'on puisse jouer ce rôle de tempérer les ardeurs. Je pense que si on ne le ferait pas, personne ne le ferait. La société civile classique, même si les religieux, pour moi, c'est la véritable société civile. On a l'habitude on a l'habitude de les exclure de la société civile. Mais la société civile classique qu'on a l'habitude de voir, les ONG, etc., ont leur rôle à jouer. Mais comme j'ai l'habitude de dire, quand on avait fait la jonction avec la société civile pendant les périodes où le pays était difficile et qu'on avait rencontré le président de la République, et à la sortie, ils avaient demandé à ce qu'on continue ensemble. Je leur avais dit, on n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que moi, si le khalife général des Tidjanes ou le khalife général des Mourides me demande d'arrêter, moi j'arrête. Alors que vous, si votre bailleur vous demande de continuer, vous continuez. Donc, pour dire que chacun a son rôle à jouer, mais nous avons cette légitimité qui nous permet de parler au moment où personne n'oserait le faire. Et je pense qu'on doit continuer à assumer ce rôle. Les religieux ont un rôle éminemment important à jouer dans ce pays. Quelles que soient les foudres, qu'est-ce que nos parents
nos grands-parents n'ont pas entendu quand ils menaient leur grande mission de pacification ou bien leur mission d'islamisation de ce pays. Est-ce qu'ils ont arrêté? Non. Ils ont affronté la clameur publique, parfois même au dépend de leur réputation, pour pouvoir arriver à instaurer cette paix-là. Aujourd'hui, je pense que le CUDIS, les autres organisations religieuses, que ce soit informelles ou formelles, les chefs religieux, qui ne sont pas affiliés même à des organisations, doivent, à un moment donné, lorsque le pays a besoin de cela, prendre leurs responsabilités et prendre la parole d'abord, parce que j'ai l'habitude de dire, c'est eux qui peuvent parler au cœur. Ils parlent aux âmes, contrairement aux hommes politiques qui jouent un rôle un peu plus de zahir, si je peux dire. Et c'est cela qui fait cette complémentarité-là entre le politique et le religieux, qui a toujours fait que ce pays puisse ne jamais sombrer. Qui aurait dit, durant les événements de 2021 à 2024, qu'on aurait eu un dénouement aussi heureux? Personne ne l'aurait pensé. Mais le Sénégal a cette capacité de se ressaisir, de ne jamais flancher. Parfois, on peut arriver à des situations extrêmes où on se dit que le pays va sombrer. Mais on a ces ressorts-là qui nous permettent de revenir. Et il faudrait que les gens qui l'incarnent puissent garder la tête haute, puissent garder cette dynamique-là. Ont-elles encore cette oreille des autorités? Il y a un sondage que Timbuktu Institute avait fait, qui était sorti l'année dernière, où on parlait des rôles des religieux et de l'impact en tout cas des religieux dans la société. Et sur les aspects liés à la société, ils étaient écoutés à plus de 80%. C'est sur les aspects politiques. Et quand on parle d'aspects politiques, c'est les orientations, vouloir donner des orientations politiques aux populations où ils ne sont plus écoutés. Mais le religieux continue à jouer son rôle social important pour le maintien de la stabilité de notre pays. Est-ce que du côté du palais de la République ou bien de la primature, il y a ce lien, que le fil est là? Le CUDIS avait la chance de rencontrer le président de la République et en face on lui disait ce que nous pensions. Le président de la République se rendait au niveau des khalifes généraux, le président actuel se rend au niveau des khalifes généraux et discute directement avec eux, ce qui veut dire qu'il y a un dialogue permanent entre le spirituel et le temporel. Il y a une direction des affaires religieuses qui a été récemment mise en place pour jouer ce rôle. Notre ami Jim Ousmane Dramé, qui était même membre du CUDIS et qui a été donc installé pour jouer ce rôle de tampon entre le spirituel et le temporel. Donc c'est une renégociation perpétuelle de ce contrat social entre le spirituel et le temporel qui est mis en branle et qu'il faudrait nourrir à chaque fois. Aujourd'hui, que ça soit le CUDIS ou les religieux à titre individuel, doivent arpenter les marches du palais, comme les politiques doivent se rendre nuitamment ou aux yeux de tout le monde chez nos khalifes religieux pour prendre leurs conseils, mais aussi pour jouer ce rôle symbolique de link entre le spirituel et le temporel qui fait que le Sénégal est ce qu'il est et qui le différencie des différents pays qui sont tout autour. On est on le dit souvent, un îlot de stabilité dans un océan de feu. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Je pense que le religieux a un impact dans cette stabilité-là et il va falloir le préserver, il va falloir le conserver. Alors, docteur Mamaram, c'est que le Sénégal continue-t-il de garder cette exception dont on parle souvent? Bien sûr. Et je pense que mon ami vient de le dire. C'est peut-être les formes qui changent en fonction des régimes, les approches, mais je pense que tout le monde a compris, tout régime qui est venu au Sénégal a compris qu'il ne peut pas aller sans le religieux. Il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années à Washington par Pew, un organisme qui est à Washington, qui avait
montrer que le Sénégal était le pays le plus religieux au monde. Quelqu'un peut l'entendre, dire, ah bon, comment, et quitte des pays arabes, etc. Mais c'est pour dire simplement la place du religieux dans tout ce que nous faisons. Même les événements séculiers ont un caractère religieux. Parce que la religion et la politique, c'est les deux choses les plus populaires au Sénégal. Alors, donc, l'exception sénégalaise est toujours là. Et je défie quiconque qui essaye de revenir. On parle de renégociation des rapports entre politique et religieux. Voilà. Je pense que l'acte que le gouvernement a posé en formalisant, le rapport entre le religieux et le politique, en nommant un de nos collègues à cet important bureau, n'est-ce pas, chargé donc d'être l'intermédiaire entre les familles religieuses et l'État. Je pense que c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut poser d'autres actes. Nous avons parlé à l'époque du Conseil supérieur, n'est-ce pas, du religieux. Vous savez que le QDIS, quand il a été créé au début, n'était pas simplement créé pour le dialogue intra-religieux, je veux dire, entre les familles religieuses qui composent le bureau. Mais c'était aussi pour le dialogue interreligieux. Alors, le dialogue islamo-chrétien, nous sommes intervenus dans des conflits qui ont opposé des musulmans et des non-musulmans au Sénégal. Alors, donc, je pense qu'il faut formaliser cela. Il faut que les religieux aient un cadre officiel. Je parle bien des familles religieuses. Il faut qu'ils aient un cadre officiel d'échange pour être l'interlocuteur du gouvernement dans des questions d'intérêt national. Je pense qu'il faut aller vers ça. C'est-à-dire les concertations qu'on fait nuitamment ou des visites informelles, on ne voit pas toujours l'impact parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Alors que s'il y avait une organisation formelle composée des familles religieuses qui auront tous leurs représentants et qui se prononcent officiellement sur toutes les questions, par exemple la reddition des comptes, ils auraient pu donner leur opinion sur la façon de faire cela. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est pas opportun? Est-ce que c'est la bonne manière? Etc., etc. Ils auraient pu donner leur opinion sur toutes ces questions parce que tout simplement, le religieux occupe une place importante dans ce pays. On est tous citoyens, en fait, disciples de marabout avant d'être citoyens d'un État. C'est ce qu'un formidable chercheur français avait dit, mais il a raison. Parce que à côté de l'engagement civil, n'est-ce pas, que nous avons aussi un engagement religieux, confrérique. Voilà, nous continuons à répondre à l'appel de nos marabouts, que ce soit lors des gamous, des magals, etc., ou dans d'autres circonstances. Quand le marabout parle à ses disciples, écoute, mais le lendemain, tout le monde s'exécute parce que tout simplement, nous avons encore foi à leur baraka, nous avons encore foi à leur capacité donc de nous accompagner, de nous permettre de nous retrouver. Parce que c'est un peu ça notre ADN aussi. Nous sommes très spirituels. Les Sénégalais sont spirituels. Les Sénégalais, il n'est pas toujours rationnel. Ils ne pensent pas comme quelqu'un d'une autre société occidentale pour ne pas la nommer. Donc notre rapport aux religieux est un rapport très fort. Notre rapport à l'État est un rapport très fort. Il faut que l'État donc et le religieux se concertent pour qu'ensemble ils veillent sur nous. Alors, Hacham Etidiane d'ici, il se dit que les nouvelles autorités n'ont pas beaucoup d'égard pour les confréries religieuses, non-confréries religieuses. Est-ce le cas? Le président de la République s'est rendu ce samedi chez le Khalife général des Tidjanes, des Mourites, en présentant ses condoléances au frère Khalif Baye Fall.
il y a on a vu le président de l'Assemblée nationale faire le tour des chapelles religieuses, que ça soit catholique ou musulmane, pour se présenter d'abord et s'introduire. Je pense que c'est un faux procès. Okay. D'accord. On va évoluer un peu, parler un peu économie. Cette économie du Sénégal qui ne se porte pas très bien. L'encours de la dette, si l'on se fie un peu rapport de la Cour des comptes, représente plus de 99% du PIB, déficit budgétaire de plus de 12% du PIB. Vous, cher Métigansi, avez-vous senti cette morosité venir? Je rappelle que vous êtes banquier, opérateur économique aussi. Comment se manifeste cette austérité dans le cadre évidemment de austérité? On n'en est pas encore là, je dirais, mais si on y prend garde, on y arrivera, bien entendu, parce que d'abord il y a cet endettement excessif qui a été soulevé par les nouvelles autorités. Même si moi personnellement, ça c'est l'économiste qui parle, je pense qu'un endettement n'est pas mauvais en soi. Il faudrait que cet endettement d'abord soit soutenable et que cet endettement puisse être utilisé à bon escient. C'est pas le cas. La soutenabilité, je ne suis pas dans les secrets des dieux pour savoir est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal est dans une dynamique à soutenir aujourd'hui l'endettement, même si les autorités... Le ministre a dit que oui. La dette du Sénégal est soutenable, le ministre de l'économie. Vous savez, moi peut-être c'est le chef d'entreprise aussi qui parle, je dis que tout dépend de la capacité du leader à transcender les difficultés du moment. Je pense qu'aujourd'hui, si c'est vrai, il y a des leviers classiques sur lesquels il faut s'appuyer. Maintenant, quand on est dans une situation exceptionnelle, il faut aller sur d'autres leviers pour pouvoir, disons, transcender ou dépasser ce cap difficile. Et ça, nous comptons sur le leadership de nos dirigeants pour pouvoir passer ce cap. C'est vrai, ils ont annoncé un plan d'austérité avec beaucoup de licenciements, de rationalisation des ressources. Aujourd'hui, je peux le comprendre. Mais est-ce que réduire le coût social de la réduction de ces personnels pléthoriques, est-ce que c'est pas plus pesant que le gain économique que nous avons? Si on fait un PNL, pour parler comme les financiers, ce qu'on perd socialement en licenciant, en, disons, faisant perdre les emplois à certaines personnes, est-ce que c'est en conformité avec le gain économique que nous ferons au sein de ces agences? C'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose aujourd'hui. Si vous licenciez une personne, économiquement parlant, vous perdez de la consommation, économiquement parlant, et cela se répercute forcément sur la production et donc sur la fiscalité. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et je pense que on doit trouver des schémas de relance qui puissent nous préserver en tout cas de ce coût social que ces licenciements peuvent engendrer. Par exemple, on est maintenant un pays, comme on dit, gazier et pétrolier avec de bonnes perspectives. Et je pense que un reprofilage de la dette sur une très longue période pourrait permettre de l'adoucir pour que les finances publiques puissent bien tenir et aller vers d'autres, en tout cas d'une situation beaucoup plus clémente que ce que nous vivons actuellement. Je pense que il y a une perspective sur les recettes pétrolières et les recettes gazières du gouvernement, et c'est là où l'intérêt d'avoir les partenaires stratégiques, au moment où l'Amérique se replie sur elle-même avec un Donald Trump très bouillant au plan de fermer ses portes et d'augmenter les tarifs douaniers avec certains pays, au moment où des pays comme les pays asiatiques, la Chine, eux aussi se replient un peu sur elles-mêmes pour pouvoir contenir leurs besoins en consommation. Je pense que nous avons intérêt à renouer le dialogue avec nos partenaires classiques
je parle de nos partenaires européens. Parler de la France. La France, il faut le citer. Mais tout en renégociant le paradigme de nos relations. Aujourd'hui, on parle de partenariat gagnant-gagnant, où on renégocie les contrats qui nous lient à cette ancienne métropole pour que les imperfections qui existaient avec en tout cas dans nos relations classiques, puissent être dépassées et qu'on aille vers un nouveau paradigme dans les relations qui nous lient à nos partenaires classiques, le FMI, la Banque mondiale, la France, voilà. Le Sénégal est un pays particulier. J'ai l'habitude de dire, nous avons notre nez qui est orienté vers l'océan Atlantique, donc qui nous permet de respirer vers l'extérieur. Cela veut dire que c'est un pays qui s'est forgé avec son partenariat avec il faut pas s'enfermer. Je pense qu'il faut pas s'enfermer. On dit souvent que les alliés, il faut ménager. Il faut les ménager. Faut orienter toute son énergie à se faire des alliés, parce que les ennemis, vous en aurez toujours. Ne pas dépenser de l'énergie à se faire des ennemis. Je pense que c'est cela qui a fait. Et Senghor, autant l'a si bien réussi. Il a eu raison sur Modibo Keïta. Il a eu raison sur Sékou Touré. Regardez ces pays, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, Senghor a eu raison de se créer cette ouverture qui nous a permis de garder, en tout cas d'être cet îlot de stabilité plus ou moins économique, même s'il y a eu des contraintes avec la sécheresse, les ajustements structurels, tout cela qui se sont passés en temps. Mais on est resté un pays stable. On n'a pas connu de famine très marquée, même s'il y a certaines poches. Dans les années 80, il y a eu des poches, mais ce pays est resté debout. Et je pense que c'est cela qu'il faut continuer, c'est ce paradigme-là qu'il faut continuer, que la souveraineté ne se décrète pas. Nous avons besoin d'un temps de latence, si je peux m'exprimer comme les scientifiques, pour pouvoir mettre en place cette souveraineté. Et il faut se le faire de manière intelligente. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui a aujourd'hui rompu un peu les amarres avec la France sans l'annoncer. Personne ne pensait qu'il y a 2 ans ou 3 ans que la Côte d'Ivoire allait demander aux Français les militaires français de partir. C'est parce qu'ils ont pu réussir cette souveraineté pendant un certain temps pour se dire que maintenant on peut se passer de la France, on peut se passer des militaires français. Je pense que c'est l'intelligence que moi, en tout cas, j'invite nos autorités, mettre en place des schémas qui puissent nous permettre, dans 5 ans, de commencer à parler de la souveraineté. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations difficiles économiquement. C'est pas le moment, je pense, de rompre les amarres avec les partenaires classiques. Docteur Marem Seck, sur quel levier s'appuyer pour relancer la machine économique? Bon, si je ne suis pas économiste, mais si je suis le discours officiel du gouvernement, surtout dans le projet qu'ils ont présenté aux Sénégalais, c'est que c'est par le secteur privé qu'il faut passer pour se développer. Or, ce secteur privé, on le voit, tire la queue du diable. Voilà, donc je pense que en accompagnant ce secteur privé, éviter de l'essouffler, je pense qu'on peut jouer sur ce levier-là. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que si la fiscalité tue l'entreprise, les premiers à en pâtir, ce sont les employés, mais c'est aussi l'État. Parce que la masse salariale qui est absorbée par les entreprises, c'est énorme. Prenez l'exemple du groupe Futur Média. Les derniers chiffres que j'avais à l'époque, c'était que vous tourniez autour de 700 employés. Le groupe, en fait, toutes les composantes. Des centaines de millions de francs CFA par mois. Voilà. Donc, si toutes ces personnes-là ne travaillaient pas ici, ils iraient chercher du travail ailleurs. Et s'ils ne le trouvent pas, ils vont grossir les rangs des chômeurs qui sont là. Et l'État, on le sait, ne peut pas donner du travail à tout le monde. Donc, c'est même pas sa vocation. Voilà, il faut soutenir le secteur privé. Éviter de l'essouffler, l'accompagner plutôt pour qu'il
puisse continuer de jouer son rôle d'absorption de la main-d'œuvre, quoi, de ceux qui cherchent le travail. Croire au développement par l'agriculture, parce que c'est un point fort, je pense, du nouveau dispositif de ce gouvernement. Je pense qu'il faut multiplier les solutions. Ce n'est pas une nominale, il faut plusieurs approches. Approches. Comme ça, on y arrivera. D'accord. Alors, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, sentez-vous que les nouvelles autorités aident suffisamment les entrepreneurs que vous êtes? Il se dit même que certains d'entre vous quittent le pays pour aller investir dans la sous-région. Je dirais que si on se met sur un cadre purement académique, pour parler de John Maynard Keynes, c'est l'économiste qui parle. D'abord, après, mais c'est lié. C'est lié dans la mesure où c'est l'État qui doit tirer le secteur privé à pouvoir se développer. On ne peut pas, le secteur privé, partir ex nihilo pour créer des emplois. Surtout en Afrique. Exactement. Je pense que c'est à l'État de mettre en place les schémas, comme le dit par son interventionnisme, de pouvoir créer des infrastructures qui va permettre de booster la consommation, booster la production, qui boostera la consommation et permettre à l'État d'engranger des recettes derrière. On ne peut pas inverser la machine en demandant au secteur privé de payer plus d'impôts alors qu'ils n'ont pas plus de business. Je pense qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui la situation économique est difficile, il faut que l'État arrive à desserrer l'étau autour de... Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je dirais que c'est très compliqué pour les chefs d'entreprise actuellement au Sénégal. Ça, c'est la chose la mieux partagée. Et c'est vrai, il y en a qui commencent à aller voir dans la sous-région qui présentent des niveaux de compétitivité beaucoup plus intéressants. Ah oui? Oui, si vous allez en Côte d'Ivoire, pour l'industrie, vous avez votre coût d'énergie de l'ordre de 80 francs CFA, alors qu'au Sénégal, vous êtes dans l'ordre de 113, 120 francs CFA. En termes de législation du travail, c'est des pays aussi qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles que nous. Il y a des avantages au niveau de la consommation. C'est des populations qui sont beaucoup plus importantes, qui sont beaucoup plus consommatrices que ce que nous avons au Sénégal. Le pouvoir d'achat beaucoup plus élevé en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays qu'au Sénégal. Donc aujourd'hui, le producteur serait plus enclin à aller investir dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Et généralement, qui part là-bas? Quel type d'entrepreneur? Il y a beaucoup d'industries qui bien avant cela, il y avait des industries qui avaient délocalisé. Je peux les citer, quelques multinationales. Je ne vais pas faire de publicité, mais j'en connais. Quelques multinationales qui avaient des sièges à Dakar et qui ont délocalisé en Côte d'Ivoire. Ça, c'est bien avant même la situation qu'on vit actuellement. Parce que, déjà, la compétitivité n'y était pas. Aujourd'hui, qu'on est dans une situation où la consommation se rétrécit, la fiscalité devient plus lourde. Elle ne devient pas plus lourde, en fait. C'est que l'État est en train d'appliquer sa fiscalité de manière plus rigoureuse. Donc, ce qui met les entreprises dans une situation de pression fiscale plus importante. Et donc, toutes ces données aidant, le chef d'entreprise sénégalais est plus enclin, ou bien le chef d'entreprise, on a un problème d'attractivité déjà, et vous savez, on ne peut pas se développer sans les investissements directs étrangers, même si d'autres personnes pensent le contraire. Moi, je pense qu'on a besoin de ces investissements directs étrangers qui viennent s'installer et qui créent des emplois, mais aussi qui créent du business pour des sous-traitants, pour des entreprises qui travaillent avec elles. Il faut que les Sénégalais qui ont la fibre entrepreneuriale puissent investir leur épargne pour pouvoir, développer leur entreprise. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où, comment dirais-je, ces initiatives sont annihilées ou bien sont bloquées parce que il y a aussi cette perception, parce que, comme on dit, la perception, c'est la réalité. Quand nos autorités parlent souvent, fassent certaines déclarations, c'est perçu
de l'extérieur comme une manière de faire la guerre à l'entreprise. Et ça, il faut le dire. Ah oui, ça joue. Bien sûr, bien sûr. Je vais pas citer d'exemple, mais j'en ai vu à la suite d'une déclaration qu'un entrepreneur qui voulait venir au Sénégal s'est dit « Ah, moi, je ne viens plus parce que vous avez entendu ce que votre autorité a dit. » Je pense que parfois, on n'a pas besoin